Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Les avocats de Seydou Kane au front, ces derniers estiment que leur client est innocent en ce qui concerne les affaires Azer et Intermac. Et ils estiment que l'État du Sénégal doit d'ailleurs beaucoup d'argent donc, à une société qui n'a toujours pas été payé une facture datant donc de 2024. Il demande également où sont passés les 37 milliards de francs CFA cités dans le dossier de l'Azer. Cheikh Oumar Sy, ancien député à l'Assemblée nationale, ne comprend pas la démarche de Taku Walou Sénégal qui a annoncé son intention de ne pas saisir le Conseil constitutionnel d'un recours en inconstitutionnalité. L'ancien parlementaire s'interroge sur cette stratégie de l'opposition. Il estime que cette loi est personnel alors qu'une loi doit être impersonnelle. Il se pose donc des questions. Dans cette édition également, il est question de la migration irrégulière. Encore une embarcation qui a été interceptée. Retenez que certains citoyens estiment que les autorités doivent mettre en place des mécanismes pour freiner cette ampleur et également promouvoir l'emploi des jeunes. Selon eux, c'est la seule solution pour mettre fin à ce phénomène. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Parlons de l'affaire Azer, mais également de l'affaire Intermac. Les avocats de Seydou Kane, ces derniers apportent des éclaircissements à propos de ces deux affaires. Ils estiment que les accusations portées sur leurs clients sont fausses, reposent selon eux sur des mensonges et des informations erronées. Certains éléments ont été déformés, disent-ils. Ils entendent établir la vérité en présentant les faits qu'ils jugent plus conformes à la réalité. Et il demande également la destination de 37 milliards de francs CFA qui ont été décaissés dans cette affaire selon eux. Je vous propose de suivre les explications de Maître Baboukar Koïta, l'un des avocats de Seydou Kane. Il est ici au micro de Barasso. Le plus souvent, quand des scandales d'État se révèlent, s'opère toujours une sorte de manipulation. Et celui qui a donné le sens de cette méthodologie qui le plus souvent n'honore pas ses auteurs, c'est un de ces spécialistes, en l'occurrence l'ancien ministre de l'Intérieur français Charles Pasqua, qui disait en substance: lorsqu'une affaire vous gêne, le bon réflexe consiste à créer une affaire dans l'affaire. Autrement, quand on parle d'Azergate, l'Azergate est lié au projet AE Power. Que vient faire Intermac? Que vient faire le projet Passant? A créé une coïncidence. Et lorsque vous lisez la déclinaison des événements, vous vous rendez aisément compte en réalité que cette coïncidence ne doit absolument rien au hasard. Ça a été fait et ça a été savamment entretenu. C'est d'ailleurs dans le contexte de ce dédoublement, de cette duplicité intervenue, le nom de Seydou Kane. Puisqu'aussi bien Azergate, c'est AE Power. Dans le projet Intermac, c'est Intermac 2012. Dans le projet Passant, c'est l'ITK. Vous en êtes à vous demander, mais que vient faire le nom de Seydou Kane? Le nom de Seydou Kane, c'était pour faire de la diversion, pour qu'on oublie le véritable problème et qu'on se focalise sur la personne d'un individu qui n'a comme seul tort que de structurer des projets pour l'État du Sénégal. Direction le département de Kaolack, c'est pour parler de l'ouverture de la deuxième édition du Forum du métier de Kaolack. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation appelle la jeunesse sénégalaise à rompre avec le complexe du salariat au cœur d'un rassemblement axé sur la transition agroécologique et l'insertion professionnelle. Le ministre réaffirme l'ambition de l'État de transformer le capital humain en levier de croissance à travers le projet Espoir Jeune et le renforcement des filières techniques. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Sekou Diallo et Astoumaï. Nous sommes dans la commune de Taïba Niassène,
Ici s'achève une étape cruciale du projet de volontariat pour l'inclusion numérique au Sénégal, porté par l'association Africa Volontaire Connect. Nous avons donc accordé une place importante à la formation et au renforcement des capacités. Parce qu'aujourd'hui, nul n'ignore que nous assistons à une révolution numérique, que pour réussir cette révolution, on ne doit laisser personne en rade. Concrètement, 20 volontaires spécialisés ont investi le terrain durant un mois. De Taïba Niassène à Nioro du Rip, passant par Keur Madiabel, ils ont œuvré sur plusieurs fronts. Formation, archivage numérique et maintenance informatique. L'idée phare, transformer l'usage du smartphone, outil omniprésent, en un véritable instrument de travail professionnel. Pour l'autorité locale, cette initiative vient corriger une fracture numérique et territoriale persistante. Malgré des difficultés de connexion ADSL, le maire de Taïba Niassène voit en ses volontaires un appui technique indispensable pour moderniser sa municipalité. Dans son contenu, effectivement, quand même, ça règle beaucoup de problèmes. Nous, on a pu constater que déjà avec les archives, déjà avec en tout cas, les problèmes d'entretien et de maintenance des appareils, quand même, ça nous a un peu véritablement soulagé. On a ce problème déjà de connexion. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, donc dans le monde où nous sommes, donc voir des communes qui ne sont pas en tout cas connectées et qui peuvent donc avoir des réelles difficultés. L'enjeu est aujourd'hui vital pour l'administration. Le maire rappelle que la gestion budgétaire des communes dépend désormais d'outils numériques. Sans une connexion performante et des agents formés, le fonctionnement même de la mairie est menacé. Et puis, je le disais, on retournait également qu'à Kaolack après la deuxième édition du Forum des métiers de Kaolack. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation appelle la jeunesse sénégalaise à rompre avec le complexe du salariat au cœur de ce rassemblement axé sur la transition agroécologique et l'insertion professionnelle. Le ministre réaffirme l'ambition de l'État de transformer le capital humain en levier de croissance à travers le projet Espoir Jeune et le renforcement des filières techniques. Le professeur Daoud Ngom, ministre de l'Enseignement supérieur, est ici au micro de Sékou Diallo. Ce forum organisé ici au Sine Saloum, au cœur d'un territoire stratégique pour le développement économique de notre pays, constitue un modèle que nous devons renforcer et reproduire à l'échelle nationale. L'un des objectifs majeurs du dit forum est de rapprocher les universités, les entreprises, les collectivités territoriales et les structures d'accompagnement afin de construire des solutions adaptées aux réalités du terrain. À l'image de la plupart des pays africains, le Sénégal fait face à un défi majeur, celui de l'emploi des jeunes. Le taux de chômage est encore très élevé dans notre pays. Ce défi est prégnant. Prégnant pourquoi? Parce que nous avons une population jeune et chaque année, des milliers de diplômés arrivent sur le marché du travail, porteurs d'espoir, souvent confrontés à des opportunités encore insuffisantes ou mal adaptées à leurs compétences. Donc ce gouvernement a engagé une série de réformes et de programmes structurants visant à transformer ce défi démographique en opportunité numérique historique pour transformer notre modèle de développement. Et puis parlons tout à fait d'autres choses. À Ziguinchor, c'est un autre élan de solidarité qui est né en Casamance, sur une nouvelle impulsion en faveur de la justice climatique qui voit le jour avec la création du club des femmes leaders. Issu dans un processus de formation et d'accompagnement, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet naturel mis en œuvre par Soko Devi avec le soutien d'Affaires mondiales Canada. Elle constitue une avancée significative dans la promotion du leadership féminin face aux défis environnementaux. Voici les explications d'Aïssatou Diallo et les spécialistes des questions de genre. Et ici au micro de Hassan Ba. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement du club des femmes leaders de la Casamance pour la justice climatique.
qui est l'aboutissement d'un long processus du programme de leadership environnemental et d'agentivité climatique. C'est une importante activité qui a réuni toutes les femmes leaders de la Casamance, des deux cohortes, la première et la deuxième cohorte, des femmes du département de Bunkiling et de Bignona, qui ont décidé de réunir leurs forces pour travailler pour une justice climatique dans le cadre de l'accompagnement qu'ils ont bénéficié de Soukodevi. Ce club se veut un cadre d'abord d'échange, de renforcement de capacités mutuelles entre femmes leaders, mais également un espace de plaidoyer pour la prise en compte des droits des femmes dans la justice climatique. C'est de renforcer vraiment la voix des femmes dans tout ce qui est gouvernance inclusive des ressources naturelles, mais également pour que les femmes puissent faire entendre leur voix, pour que leurs droits, leurs besoins spécifiques soient pris en compte dans l'élaboration des politiques publiques par rapport à l'adaptation au changement climatique. Je le disais en titre, Cheikh Omar Sy, ancien député à l'Assemblée nationale, dit ne pas comprendre la démarche du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal qui a renoncé à faire un recours pour inconstitutionnalité après l'adoption du projet de loi portant modification des articles L29, L23 et L30 du Code électoral. L'ancien parlementaire s'interroge sur les réelles motivations du groupe parlementaire dirigé par Aïssata Tall Sall. Cheikh Omar Sy est joint par Antoine Diouf. Je qualifie ces arguments-là de trop légers parce que de toute façon, lors de la session parlementaire sur la question de la modification de la loi L29 et de la loi L30, toute l'opposition de parlementaires a voté contre. Donc la logique voudrait qu'aujourd'hui, dans la continuité, si la loi aujourd'hui en tant que telle est anticonstitutionnelle, la logique voudrait que le groupe parlementaire de l'opposition attaque la loi auprès du Conseil constitutionnel, qui est à la dernière décision par rapport à cette loi-là. Mais dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des circonstances et que le parti au pouvoir a des contradictions internes, ça ne regarde pas le député. Le député est là pour le peuple sénégalais. Le député est là pour veiller à ce que les lois qui soient appliquées soient des lois impersonnelles et que ce soit aussi des lois conformes à la Constitution. Donc aujourd'hui, l'obligation des parlementaires et surtout du groupe Takku Wallu, c'est d'attaquer cette loi-là auprès du Conseil constitutionnel. Et si le Conseil constitutionnel considère que la loi est conforme, on dit que le groupe Wallu a fait son travail. Mais dire que parce qu'il y a des contradictions internes dans un parti et qu'ils veulent laisser le président porter son propre combat, pour moi, ça n'a pas de sens. Politiquement, peut-être, mais du point de vue de leur rôle en tant que parlementaire, c'est contradictoire. Ils ne peuvent pas voter contre une loi et dire qu'ils ne vont pas l'attaquer. Ils doivent avoir l'obligation d'attaquer cette loi-là et de montrer aux Sénégalais qu'elle est anticonstitutionnelle. Maintenant, le Conseil constitutionnel donnera son dernier mot. Et je pense que cette posture politique-là n'honore pas le groupe Takku Wallu. La migration irrégulière continue d'inquiéter des citoyens, notamment après la saisie, après qu'un bateau a été arrêté par la marine nationale, un bateau qui voulait donc quitter, ou une pirogue qui voulait quitter les eaux sénégalaises. Malgré les mesures prises, de nombreux jeunes prennent encore la mer, poussés notamment par le chômage et les difficultés économiques. Certains citoyens estiment que l'État doit mettre en place des mécanismes de création d'emplois et freiner ce phénomène. C'est un sujet d'Elisabeth Grastine et de Moussa Dia. Dans les rues de Liberté 1, ce citoyen ne cache pas son inquiétude vis-à-vis de l'immigration irrégulière. Mais la vie est dure. Beaucoup de jeunes partent parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Cet homme, lui, se dit étonné par l'ampleur de l'immigration irrégulière qui ne faiblit pas au Sénégal. Selon lui, le Frontex doit être renforcé pour mieux contrer le phénomène. Les jeunes continuent de partir. Cela étonne tout le monde, y compris les autorités. Mais ces derniers doivent encore redoubler d'efforts, notamment en ce qui concerne le Frontex. Le chômage pousse les jeunes à prendre les pirogues aux yeux de ce citoyen. Pour lui, l'État doit créer davantage d'emplois. À mon avis, ce qui pousse les jeunes à prendre les pirogues,
Bon, c'est peut-être bon, il y a un manque d'emploi ici. Bon, peut-être ça qui les a poussés donc, de prendre les pirogues. Il faut que l'État les soutienne en les donnant donc des emplois, soit créer donc des jeunes à laquelle ils vont avoir du travail. Voilà. Ouais. 153 migrants interceptés par la Marine nationale à Dakar. Certains estiment que le chômage accentue l'émigration et appellent le gouvernement à créer des emplois, tandis que d'autres plaident pour un renforcement du Frontex. Le président de l'association sénégalaise d'assistance aux malades mentaux a présidé une cérémonie de réinsertion de près de 200 anciens pensionnaires du centre de Kaolack. Ce dernier plaide également pour la jeunesse et estime que celle-ci est menacée par la toxicomanie. Le défenseur des droits des travailleurs, des malades mentaux plutôt, souligne l'impact de son centre qui mise sur la gratuité des soins et l'autofinancement pour redonner, dit-il, une dignité aux plus vulnérables. Ansoumana Dione, président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux, est ici au micro de Sékou Diallo Dassoumay. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'organiser cette cérémonie de présentation des anciens pensionnaires du centre Ansoumana Dione, des malades mentaux stabilisés qui ont pu retrouver leur état de santé mentale après un séjour gratuit, parfois pour des mois pour certains. Donc aujourd'hui, c'est un moment de grâce, de communion. C'est un jour mémorable. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris l'importance que joue le centre Ansoumana Dione pour la prise en charge gratuite des personnes atteintes de troubles mentaux, d'alcoolisme et de toxicomanie. La jeunesse sénégalaise est en proie à la drogue. Et ce centre a réussi à sauver beaucoup de jeunes qui avaient sombré dans la folie. Ils sont nombreux. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci au fond du cœur, de nous avoir permis en tant que citoyens, en tant que jeunes Sénégalais, d'apporter une assistance à ces malades mentaux. Je rappelle que cette manifestation a été entièrement financée sur fonds propres. Le Sénégal accélère sa réflexion sur le réseautage des institutions de microfinance. Les acteurs du secteur examinent les opportunités et les défis d'une mise en réseau plus efficace, présentée d'ailleurs comme un pilier essentiel pour renforcer l'inclusion financière et l'impact économique des institutions de microfinance. Voici les explications de Ndeye Ndegenso, le secrétaire général de la microfinance et des tissus micro de Cheikh Maguette Mbaye. À l'heure où l'économie connaît certaines difficultés, à l'heure où les populations sénégalaises sont en attente de financement, c'est important que nous ayons des institutions de microfinance fortes et solidaires. Parce que c'est cela qui va leur permettre d'impacter sur la population sénégalaise. L'importance de cette mutualisation prévaut sur son caractère, car quand les institutions de microfinance décident de se mettre ensemble, ils amènent tout un chacun leurs atouts, ce qui peut permettre d'avoir un fort impact sur la population, ce qui peut permettre d'accéder à un taux d'inclusion financière beaucoup plus global, car nous, ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés, de participer et de promouvoir l'inclusion financière pour permettre à l'ensemble des populations, à toutes les couches de population, d'avoir accès au financement. Donc, les recommandations de cet atelier sont fortement attendues afin que des mesures correctives ou bien des mesures d'incitation ou même des mesures d'accompagnement soient prises. Deuxième édition du salon Senforce, un événement qui réunit divers acteurs autour des enjeux liés notamment à l'insertion aux perspectives professionnelles, en cadre donc d'échanges d'opportunités pour les participants
notamment des jeunes, une initiative qui ambitionne de renforcer la visibilité des dynamiques en cours et de favoriser les rencontres entre les différents acteurs économiques, promouvoir ainsi l'entrepreneuriat. Un appel a été donc lancé aux autorités pour l'accompagnement des projets structurants, mais également le secteur privé a également été interpellé par rapport au financement également de ces jeunes. Daoud Ba et Mafalfal. Le salon Senforce franchit une nouvelle étape et s'impose désormais comme un modèle de plateforme de création d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs. Senforce n'est plus une initiative. Senforce est devenu un levier, un accélérateur, une réponse concrète à un défi national. À Senforce, il n'y a pas que des idées, il y a des réalités, des PME, des entreprises en développement, des porteurs de projets qui ont déjà commencé, qui ont besoin d'un accompagnement solide pour passer au niveau supérieur. Le salon Senforce bénéficie d'un accompagnement de 3FPT. Le 3FPT est une importante activité avec Senforce. 3FPT finance la formation des jeunes, des entreprises et organisations professionnelles, mais aussi accompagne les établissements. Le 3FPT accompagne également dans la connexion, parce que ces jeunes qui sont formés ou qui sont accompagnés par le 3FPT seront également mis en relation avec les entreprises qui peuvent les recruter. La question du financement constitue souvent un facteur bloquant pour de nombreux jeunes entrepreneurs. Il y a des demandes qui sont fortes, mais le gap il est là parce qu'il n'y a pas d'entrepreneurs qui viennent pour combler ce gap. Souvent, dès qu'on parle d'entrepreneuriat, on pense tous que l'État doit tout faire. Et de ce point de vue, le financement privé doit venir comme un levier essentiel. Mais pour que le financement privé vienne, il y a des préalables. Il faut qu'on s'organise, il faut que les entreprises se structurent. Le salon Senforce s'impose comme un rendez-vous majeur, réunissant jeunes entrepreneurs et professionnels autour des enjeux de développement à travers des initiatives entrepreneuriales. Cela dans un contexte économique exigeant où des réponses concrètes et urgentes sont attendues. Les rideaux sont tombés sur la 7e édition du salon de l'élevage et de l'entrepreneuriat de Tivaouane. Elle s'est terminée sur une note de satisfaction. La manifestation qui a été conjointement organisée par le regroupement des éleveurs de Tivaouane pour la promotion de l'élevage Ladoum et le réseau des entrepreneurs de Tivaouane. Une édition placée sur le thème la formalisation et la formation des éleveurs, deux piliers essentiels pour une professionnalisation et une croissance continue du secteur. Les acteurs également un appel au soutien des autorités. Isidore Alexandre Sénat-Sambafal. La 7e édition du Salon de l'élevage de Tivaouane a réuni plus de 180 exposants à côté de partenaires techniques et financiers. Les organisateurs tirent un bilan qui encourage les acteurs du secteur. Aminata Mbaye, présidente du réseau des entrepreneurs de Tivaouane. Durant ces 10 jours d'exposition, de B2B et d'échange, le parrain Abdoulaye Ndiaye Galgou a offert 3 jours de consultation gratuite, suivi d'une journée de don de sang qui a permis de doter 105 poches à la banque de sang de Tivaouane. Nous avons également assisté à des prestations canines, des spectacles de lâcher de pigeons et des prestations théâtrales pour montrer la dimension culturelle de la foire. En croire les organisateurs, ce salon est une trouvaille pour juguler le chômage des jeunes. Ce dernier constitue un pilier important de l'agenda national de la transformation Sénégal 2050 qui ambitionne de moderniser le secteur pour, dans sa déclinaison en souveraineté alimentaire, assurer la génération massive d'emplois endogènes dans la durabilité et la résilience. Monsieur le préfet, chère assistance, la réussite de l'élevage comme toute autre activité économique résulte d'un équilibre entre la passion, la précision technique, la gestion rigoureuse de la rentabilité, mais aussi et surtout la patience. Le parrain de l'événement n'a pas manqué de dire sa satisfaction. C'est un honneur immense, une responsabilité lourde d'être choisi comme parrain de cette phase de l'élevage et de l'entrepreneuriat. Je ne viens pas parrainer une cérémonie, je viens parrainer une ambition. Celle de faire de Tivaouane un pôle économique majeur du Sénégal, enraciné dans ses traditions et tourné vers l'avenir. À nos braves éleveurs de Tivaouane, vous êtes les gardiens d'un patrimoine.
Des panels sur l'entrepreneuriat, des activités culturelles et des consultations médicales ont marqué les 10 jours du Salon de l'élevage de Tivaouane. Rendez-vous est pris en 2027 où il sera question de donner une dimension internationale à l'événement. Une nouvelle étoile du gospel sénégalais vient d'être née à Mbour après une année de carrière en solo. Laure Préra, connu sous le nom de scène Laure de Jésus, signe un premier album de 10 titres doté d'une voix captivante empreinte de spiritualité. L'artiste a ambition de porter un message fort, celui de la foi, de l'espoir et de la moralité. Je vous propose de suivre ce compte rendu que nous proposent Muntaga Kane et Moudouba. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, S2, Laure de Jésus fait une entrée remarquée dans l'univers musical avec un album riche en témoignages de foi et en expériences spirituelles. L'album parle en général de la gloire de Dieu, de tout ce que Dieu accomplit dans nos vies. C'est des témoignages de mon vécu, des témoignages d'histoires d'autres personnes, des inspirations à travers des rêves, des songes, à travers des expériences de la vie quotidienne. Inspirée par Dieu, elle affirme avoir choisi Jésus-Christ comme modèle de vie et source d'inspiration artistique. Mon principal modèle, c'est Jésus. Et le chant, ce n'est pas une personne qui m'a fait aimer, mais c'est le Seigneur lui-même. Parce que je chante depuis que je suis enfant. À travers sa musique, elle se définit comme la voix des sans-voix. Je suis une voix pour les personnes qui sont dans le besoin, pour les personnes qui sont outragées, qui sont oppressées, pour les personnes qui n'ont pas d'issue, qui sont perdues. Elle invite les jeunes à adopter la sagesse, la discipline et le retour aux valeurs spirituelles. Alors pour tous les jeunes de la terre, dire être jeune, c'est être fougueux, c'est avoir la force. Mais avoir la sagesse est encore mieux. La sagesse, elle vient de Dieu. La sagesse, elle permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Elle permet surtout de se rapprocher de Dieu, de grandir. Guidée par le gospel et portée par une ambition à l'échelle internationale, Laure de Jésus incarne une nouvelle génération d'artistes engagés, alliant piété, talent et charisme. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction, je reçois ce soir Ndene Diouf, il est le secrétaire général donc, des travailleurs ou le collectif des travailleurs de la Sedima. À tout de suite.